Toi, Esther, fondatrice de QualInsight, ou une personne de ton équipe qui maîtrise bien les études de marché, qui comprend son sujet et qui utilise l'IA par-dessus. Il y a une voiture de 220 chevaux avec un pilote qui peut conduire une voiture de 220 chevaux. Alors qu'un client ou une cliente à toi qui utilise l'IA mais qui va se faire avoir, parce qu'en fait, on le voit. Fais-moi l'analyse avec ce fichier Excel. Voilà, c'est ça, avec un prompt qui est pas bien fait. On voit que des fois, tu l'avais bien dit, en tout cas dans le livre qui va sortir là. Dans le livre, tu avais dit les signaux faibles, on les voit pas. Et c'est vrai que moi-même, en testant, j'ai fait un peu le truc, j'ai dit regarde Esther, j'ai fait ça et tout, mais j'ai loupé des signaux faibles parce que je suis pas expert. Moi, je pense que c'est clair que tes clients, ils veulent pas voir un clone IA d'Esther, ils veulent rencontrer Esther lors d'une réunion client parce que ils achètent toi, ta manière maintenant, c'est mon équipe. Oui, mais je veux dire, ils achètent ta manière d'avoir créé une équipe de talents et justement qui t'ont connecté parce que tu avais cette vibe, tout ça en fait. Et c'est toi qui l'as créé à la base grâce à ta vibe. Donc ouais, moi j'y crois assez aussi là-dessus, mais comme je dis, j'y crois. Donc c'est-à-dire que c'est une croyance. Mais c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on vérifiera ou pas à l'avenir. Bienvenue sur Romande Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de QualInsight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Romande Insight. Salut JB, trop content de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Hyper content d'être là aussi avec toi Esther. On va parler IA, intelligence artificielle. Alors Jean-Baptiste, je vais te demander de te présenter juste pour mon audience. Tu es le formateur, la personne qui est venue nous former déjà il y a 18 mois en arrière avec l'équipe de QualInsight et encore le mois dernier, en mars, sur une deuxième formation plus approfondie. Formation que je recommande d'ailleurs à tout le monde puisque non seulement ça nous a permis de mieux gérer déjà les différents soucis de compétences au sein de l'équipe pour remettre tout le monde à niveau et surtout de capitaliser sur tout ce qu'on avait pu mettre en place sur ces 18 derniers mois depuis notre première formation IA avec toi. Surtout que vous étiez quand même des assez early adopters, donc c'est vrai que c'était... Ah oui, moi je suis fan d'IA. Il y a même des gens qui se demandent si je fais encore des études de marché, si j'ai pas totalement basculé dans le domaine du consulting IA, mais non, clairement pas. Mais c'est vrai que ça m'intéresse énormément. Et je suis très heureuse de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Je te laisse peut-être te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Merci de m'avoir présenté. Donc d'abord moi je suis ingénieur de formation, donc j'ai toujours une appétence un peu pour la tech, puis aussi la science-fiction, et donc tous les sujets autour des robots, de l'intelligence artificielle, c'est toujours quelque chose qui m'a parlé en termes d'univers, et puis ça m'a toujours fasciné, je sais pas l'expliquer, mais toujours est-il qu'après mon école d'ingénieur, donc j'ai fait une école de commerce type HEC Lausanne pour avoir des références suisses, pas HEC Lausanne mais un équivalent côté français, et donc ça a développé tout le sens entrepreneurial que j'avais déjà un petit peu mais qui n'était pas structuré. Je vous passe un peu tout mon pédigré, j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai échoué beaucoup, mais là quand ChatGPT est arrivé, donc le 30 novembre 2022, comme mon métier à l'époque c'était quand même majoritairement l'écriture, je me suis dit je suis mort, mais je veux dire, l'IA de maintenant, déjà par rapport aux IA pour les radiologues, etc., qui étaient loin du grand public, maintenant il y a une IA qui est accessible en chat pour tout le monde peut l'utiliser, lui parler comme un ami et puis avoir une réponse, donc je trouvais ça assez ouf en accessibilité d'une tech grand public. Ensuite, comme tu le dis, je suis mort entre guillemets, c'est que ça écrivait d'une manière cohérente, donc ils avaient réussi à créer un système d'intelligence artificielle qui écrit de manière cohérente, plausible, sans trop de fautes d'orthographe. Donc je me suis dit, il y a une révolution. Et qu'est-ce qui a fait que tu te sois lancé dans la formation IA ? C'est une bonne question. En fait, donc j'écrivais déjà sur le LinkedIn sur les sujets tech, et donc je me suis rendu compte que j'aimais bien vulgariser. J'avais déjà une audience aussi tech là-dessus, et donc j'ai commencé à parler des sujets IA, et je me suis rendu compte qu'il y avait une appétence. Donc on parle de novembre-décembre 2022, donc c'est il y a plus de 3 ans, et j'ai vu qu'il y avait une appétence incroyable sur le sujet. Bref, j'ai lancé mes premiers coachings IA à destination des professionnels. Ça a tout de suite bien marché. Ensuite, il y a des entreprises qui m'ont conseillé, donc je suis devenu formateur aux usages de l'IA générative dans le milieu de l'entreprise. Et là, depuis mai 2025, donc depuis 1 an, j'ai co-créé Meijin, qui est une entreprise de formation, consulting et déploiement technique autour de l'IA générative. Voilà. Très bien, merci. Bien, comme tu le sais, il y a 2 ans en arrière, on avait fait une première étude IA
qu'on avait d'ailleurs commenté, c'était dans nos tout premiers podcasts, qui montrait les usages. À l'époque, on était, je pense, 5% d'early adopters, une quinzaine à être des power users. Et puis, il y avait une grosse partie qui était observateurs, attentistes, voire dans la méfiance aussi, la peur de ce que ça pourrait bousculer dans nos habitudes et puis dans aussi l'avenir de l'emploi, de notre travail, etc. On vient de refaire une seconde étude 2 ans plus tard et on constate sans surprise, donc les chiffres, je pense, ils surprendront personne, les 3/4 de la population romande au niveau de la population active, donc nous on a sondé plus de 1000 personnes, utilisent l'IA toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Donc je crois que de mémoire, on était à 15-20% tous les jours. Et puis le reste plusieurs fois par semaine. On se rend compte aussi que sur les 2 dernières années, il y a 80% d'augmentation de l'usage de l'IA, de personnes qui disent l'utiliser beaucoup plus souvent qu'il y a 2 ans en arrière, sans surprise. Et que aussi, eh bien, les motivations ont évolué sur du gagner en temps, en productivité, à gagner aussi en fiabilité. Ouais. Donc on est sur un marché un peu plus mature. Ouais. Un peu plus conscient aussi des éventuels risques. Dis-moi si tu es d'accord avec ce constat, qui est de se dire qu'aujourd'hui, les gens se disent qu'à partir du moment où ils prennent un abonnement payant, leurs données sont en sécurité, que ce soit sur ChatGPT, Claude ou autre. Alors, en effet, donc là, ce que je peux dire, c'est que quand je demande en formation ou en consulting, qu'est-ce que vous utilisez comme outil? La plupart disent ChatGPT, parce que ça reste quand même l'outil grand public, 900 millions d'utilisateurs au moment où on parle, le plus utilisé. Et quand je leur dis qu'il faut aller dans paramètres, gestion des données, et puis ensuite désactiver, améliorer le modèle, ce qui veut dire que si on ne désactive pas ça, tout ce qu'on dit et ce qu'on met dans ChatGPT est utilisé pour entraîner les modèles d'IA pour les améliorer, mais en gros, ça veut dire que tu files ton contenu gratos à OpenAI, qui est une entreprise privée à but lucratif basée aux États-Unis. Et c'est vrai que la plupart ne savent pas ça. Même en étant sur du payant. Non, et en fait, oui, alors c'est là où ça dépend et c'est là où c'est compliqué. Il noie aussi un peu le poisson dans l'eau. C'est en fonction de si tu as ChatGPT Business, donc les forfaits entreprises, par défaut, c'est désactiver l'entraînement des modèles. Mais ChatGPT+, qui est la version payante, mais utilisateur côté consommateur, par défaut, ce n'est pas activé. C'est pas désactiver l'entraînement des modèles. Donc tu vois, ils sont un peu filous aussi, dans le sens où si tu es en mode tu prends une licence entreprise, à chaque fois, tu as l'entraînement des modèles qui est désactivé. Mais si tu es en consommateur, tu dis je prends la version payante pour être tranquille. Il faut quand même regarder parce que évidemment la petite case. Il faut cocher la petite case. Mais ça, c'est sûr que c'est pas évident. C'est marqué nulle part. Ils disent pas que. Bon, on sait ici dans notre sondage que, pareil, grosso modo, les 3/4 de la population trouvent que c'est important de savoir où vont leurs données. Mais en même temps, ils sont 3/4 des Suisses romands à utiliser la version gratuite de ChatGPT. On a une vingtaine de % qui utilisent ChatGPT en payant, principalement des profils du marketing, des profils professionnels dans le marketing. Ouais. Et on voit que les power users, d'ailleurs, sont davantage des gens du marketing que des gens des ressources humaines, ou ne parlons pas des professions de terrain, évidemment, qui sont moins concernées ou qui l'utiliseront pour des raisons privées, pour savoir qu'est-ce que je fais ce soir avec ce que j'ai dans mon frigo. Le menu. Qu'est-ce que tu penses de cette question du nombre plus restreint de personnes qui sont sur ces abonnements payants, qui sincèrement, je pense quand même pour la plupart, sont allés cocher la petite case parce qu'il y a quand même cette conscience de se dire quand tu l'utilises pour le travail, d'être attentif et vigilant par rapport à où vont la data et puis que ça n'entraîne pas justement du machine learning aux US. Qu'est-ce que tu penses du shadow IA, sachant que 80% des gens utilisent ChatGPT en gratuit, que tout le monde a envie quand même d'utiliser l'intelligence artificielle au travail et que, chiffre du sondage également, on n'a que 49% des entreprises qui ont mis en place soit un simple email sur voilà les règles de l'entreprise par rapport à l'usage de l'IA, que ce soit avec un compte privé gratuit ou avec un compte de l'entreprise, et que donc il y a un véritable manque de gouvernance qui dépasse les 50% quand on est sur des... Alors chez Chartia, c'est encore plus restreint évidemment, et plus minime le nombre des entreprises qui ont mis ça en place. En général, tu es sur des très grosses structures. Quelle est ta lecture de ce que tu peux observer sur le terrain, de ces usages de Shadow IA,
de non-gouvernance ou manque de gouvernance dans des entreprises qui ne sont pas forcément dans des secteurs régulés, type santé, banque, assurance. Qu'est-ce que tu peux observer et en quoi ça change aujourd'hui, en 2026, sur les questions que peuvent se poser les dirigeants à ces égards ? En tout cas, tout ce que je vois, ça corrobore un peu ce que tu dis. C'est parce que donc, nous, on commence à faire des audits un peu d'usage et anonymiser pour justement pas braquer les collaboratrices et les collaborateurs, etc. Et ils font confiance et puis on le fait vraiment anonymiser. Et ce qu'on se rend compte, c'est que autour de 70% des gens utilisent une version gratuite de ChatGPT. Ils sont conscients de la confidentialité des données, donc ils disent qu'ils ne mettent pas les données confidentielles dans ces outils-là, mais néanmoins, ils ne le disent pas tous. Donc on peut estimer qu'en effet, même dans les endroits où je travaille, dans des secteurs régulés avec des données sensibles, comme tu le dis, ils utilisent ChatGPT gratuit, et deux, ils mettent des données, certains, en tout cas, ou certaines, mettent des données sensibles dedans, donc qui vont transiter aux US pour la plupart, etc. Donc ça, c'est une réalité. Donc finalement, la direction le sait souvent, hein. Donc ils disent on a un usage un peu sauvage et on n'a pas mis de cadre, donc pour l'instant on peut pas pénaliser les gens parce que nous on n'a pas mis de cadre. Quoi, c'est un manque d'agilité ? Mais c'est juste que la tech elle avance beaucoup plus vite qu'eux et ils ont plein d'autres sujets à faire et c'est pas le sujet prio. Et donc voilà, là on voit quand même les entreprises remontent, en tout cas que nous on accompagne chez Mengine, qui commencent à s'intéresser à là-dessus et qui vont faire déjà réfléchir à la gouvernance, donc comment on choisit l'outil, qui décide de quoi, est-ce qu'on met en place des champions IA, etc. Et puis aussi le pendant de la gouvernance en mode opérationnel, c'est la charte dont tu parlais, la charte d'utilisation aux outils d'IA générative. Et en fait, donc après, ma position moi là-dessus, c'est de me dire, si on avait une solution souveraine suisse aussi performante, souveraine avec des modèles suisses, hébergeants suisses. Oui, par exemple. Oui, donc par exemple Apertus, Euria, mais avec ce que j'appelle les moteurs, donc c'est les modèles aussi puissants que les GPT 5.5 d'OpenAI dont on parle ou Claude 4.7 de chez Anthropic. Si on avait ça serait le Graal et je pense que tout le monde irait sur ces modèles-là. Mais là, les décideurs, le problème c'est qu'ils se disent moi j'ai un enjeu de compétitivité, j'ai un enjeu de privacy aussi, donc qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'interdis tout et je les file sur Euria par exemple et du coup personne ne va l'utiliser, ils vont tous utiliser en Shadow IA ChatGPT gratuit parce que c'est beaucoup mieux. Et Dieu sait que je trouve bien ce qu'ils font Infomaniac, mais malheureusement quand on fait des comparaisons de manière objective, not good enough, ouais. C'est pas pour tout, pour certains usages ça suffit, mais pas pour tous. Donc du coup, les gens par souci de facilité vont utiliser un ChatGPT gratuit. Donc là, en fait, j'ai même parlé avec une DPO, donc responsable des données dans une entreprise, elle m'a dit, mais là on a tout perdu si les gens font ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Si on est pragmatique, la solution 2, c'est d'aller sur du Copilot qui est déjà intégré dans la suite Office et qui est dans le tenant Microsoft déjà, dans le même tenant Microsoft, donc la même infrastructure que la suite Office, les mêmes contrats que l'entreprise a déjà signés. Et ou sinon, pour éviter le shadow IA au maximum, prendre une version entreprise payante des outils grand public comme ChatGPT Business ou Claude Team, et là signer ce qu'on appelle un DPA, Data Processing Addendum, qui permet justement une meilleure protection des données. Donc comme ça, en fait, c'est pas la solution idéale que je propose, etc., mais c'est ce qui est réaliste sur le terrain aujourd'hui pour essayer de trouver un équilibre entre la performance, le maximum quand même de souveraineté et puis le shadow IA et c'est hyper difficile à trancher parce que on aimerait tous une solution suisse ou au moins européenne qui est au niveau des grands champs, mais ça c'est un autre sujet, hein. Donc moi j'aimerais justement parler des usages métiers parce que moi ce que j'ai beaucoup aimé dans la formation que tu nous as délivrée, c'est que je t'ai dit écoute JB, partons pour une seconde formation, mais on ne va pas être générique. Ouais. On ne va pas juste apprendre à prompter sur base de use case random. On va vraiment aller sur ce dont j'ai besoin au quotidien avec mes contraintes business, sur la verticale métier, des études de marché, avec du traitement de données, avec des besoins de codification des questions ouvertes, avec de la génération d'offres, où est-ce qu'on peut générer de l'automatisation partielle
d'analyse de données et comment on peut le faire, comment est-ce qu'on peut faire ressortir les signaux faibles quand on a des données qui vont être traitées de manière à homogénéiser aussi et standardiser ce qui ressort le plus, alors que ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus si on parle d'études qualitatives. Et je trouve qu'on a été vraiment super bien accompagnés dans cette compréhension de nos besoins métiers. Et ce que je voudrais te demander aujourd'hui, vu que j'ai développé aussi à côté, tu sais, Swiss Transcript qui fait la transcription sécurisée et du compte-rendu sur des LLM, donc sur des serveurs en Suisse, c'est de comprendre dans les usages métiers aujourd'hui, soit par secteur d'activité, donc tu parles justement de santé, banque, assurance, mais on peut aussi avoir des besoins métiers. Moi, je te parlais tout à l'heure de marketing et RH, par exemple. Qu'est-ce que tu observes comme besoin émergent au-delà de faire du support ou de la rédaction d'emails? Dans ta pratique à toi aujourd'hui, où est-ce que tu sens qu'il y a un besoin qui n'est pas adressé parce que Copilot ne le permet pas, alors que effectivement par défaut c'est plus simple de rajouter cette licence-là quand tu as Microsoft en entreprise, ou parce qu'il n'existe pas le SaaS ou le logiciel sur mesure qui va adresser ce problème en particulier, ou parce que l'entreprise d'une certaine taille a déjà un ERP ou un portail RH ou un portail CRM, que sais-je, qui adresse déjà une partie du besoin et qui n'a pas la brique qu'il y a dedans pour accélérer. Sur vraiment l'aspect métier, et peut-être on n'a pas préparé, j'aurais pu y penser avant. Non, mais je pense que je voulais savoir quoi te répondre là-dessus. Ok, moi ça m'intéresse parce que vu que je fais beaucoup d'études de marché aussi, de comprendre qu'est-ce qui manque aujourd'hui au marché roman pour les dirigeants d'entreprise et les PME locales. Ouais. Alors déjà, j'ai envie juste de révéler une chose que je pense profondément ces derniers temps, c'est que je pense que la technique du prompting, enseigner la technique du prompting, c'est encore utile, mais ça devient vraiment beaucoup moins important. Ce qui est le plus important finalement, c'est de connaître un peu les bases de comment on structure, mais finalement c'est comme un brief, donc c'est quoi, pourquoi, comment, donc qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire et pourquoi je veux le faire, mettre le contexte, c'est très important dans le prompting. Mais par contre, en fait, le plus important que je vois en ce moment, c'est du coup ça, tu peux dire à l'IA de t'écrire un prompt. Tu dis va chercher les meilleures techniques de prompt et écris-moi le prompt. Je te fais mon vocal tout pourri et là-dessus fais-moi le prompt. Mais en fait, ce qui est le plus important, et c'est là où je vois en fait les gens ont du mal, c'est quand je dis les gens, la plupart, mais y compris moi parfois, c'est juste être clair sur ce qu'on veut. Structurer notre pensée. Ouais. En fait, c'est tout bête. En fait, un prompt, c'est quoi? C'est déléguer à une machine une tâche précise. Et du coup, si tu sais pas quoi déléguer et si tu sais pas comment préciser ta demande, eh ben, tu peux utiliser n'importe quel moteur d'IA, même le plus puissant. Il va juste te créer un joli truc, mais basé sur quelque chose d'imprécis. Et donc, c'est pour ça que moi, maintenant, en formation, je fais un truc qui est assez marrant, c'est qu'en fait, je les mets par deux et je leur dis de se poser des questions. Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire comme tâche? Et en fait, ils sont obligés d'oralement préciser un peu leurs besoins. Et une fois qu'ils ont toutes les réponses aux questions, ils ont juste leur prompt qui est prêt, ils mettent dans l'IA et puis le prompt est là. Mais donc, du coup, là, le problème majoritaire du prompt, c'est plus d'enseigner le prompting, puisque les techniques, elles sont partout, c'est vraiment d'être clair dans sa tête. Et je pense que, peut-être tu veux me relancer sur les besoins métiers, mais je pense que je peux en venir aux besoins métiers, c'est un petit peu lié aussi. Donc là, les dirigeants et les dirigeantes en Suisse romande aujourd'hui, le problème pour tirer parti le plus de l'IA, selon moi, aujourd'hui, donc à un moment où on parle là, c'est pas d'identifier les use cases. Et en fait, l'IA maintenant peut tout faire. En fait, si on réfléchit par exemple à Claude, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Il peut accéder avec la fonctionnalité Computer Use à tout ton ordinateur. Il peut accéder par exemple aux connecteurs, avec les connecteurs MCP qu'on appelle, à quasiment tous les outils métiers. Mais quasiment, vous allez voir, tu vas voir, c'est là où il y a un petit souci. Ensuite, si on structure bien nos prompts, et bien du coup, on peut lui dire va dans tel outil métier, récupère telle information, ensuite va sur mon PC, récupère telle information pour arriver au processus final. Il peut faire des recherches sur Internet, il peut créer des images. Donc en fait, les outils d'IA d'aujourd'hui, ce que je veux dire, ils peuvent faire tout ce qui est possible. On va pas donner les accès à toute la machine non plus, quoi. Et ben c'est pour ça, c'est exactement pour ça, c'est là où j'en reviens, c'est que en fait les outils d'IA aujourd'hui, tout ce qui est du travail sur l'ordinateur, ils peuvent le faire. Par contre, ce qui leur manque, c'est le contexte,
Le deuxième problème qui pose dans les organisations, c'est l'accès aux différents logiciels. Donc, est-ce qu'il y a des connecteurs? Il y a beaucoup d'entreprises romandes qui ont des logiciels qui sont assez vieux et pas paramétrables, où il n'y a pas d'API, donc on ne peut pas les connecter. Voilà. Donc ça pose un deuxième problème. Et il y a un troisième problème que tu as mentionné, c'est la privacy. Si je connecte, par exemple, des dossiers, ça serait super bien. Tu vois, tu es dans la santé. Je bosse avec un acteur de la santé aujourd'hui. Les dossiers patients sur un LLM grand public type un chatbot comme Claude via MCP, tu lui demandes tiens, donne-moi les 10 personnes qui sont pas à jour de cotisation, mais c'est génial. Du coup, mais sauf que c'est pas possible avec la LPD. Donc finalement, il y a 3 choses qui bloquent, c'est la confidentialité, des outils, une stack technique qui est un petit peu dépassée, et le troisième, je me rappelle plus. Moi, j'avais envie de parler aussi de la résistance des utilisateurs et l'adoption finale des users, quoi. Parce que là, je parle aussi de Swiss Transcript. Quand on accompagne... donc, nous, on a un module... c'est un SaaS, donc c'est en do it yourself. Et puis, de temps en temps, on a des entreprises qui nous demandent de mettre ça à un peu plus large échelle. Typiquement, voilà, j'aimerais qu'au sein de mon entreprise, telle et telle équipe puisse utiliser la transcription sécurisée et la génération de compte rendu sur la base de notre trame d'entretien, avec les points clés spécifiques qu'on veut avoir en output, parce qu'on veut que ce soit homogénéisé et justement que pour notre équipe de 15, ce soit tout le temps le même output et puis qu'il y ait des points d'action derrière pour pouvoir faire avancer les équipes. Et c'est cette homogénéisation aussi qui permet d'avoir de la traçabilité dans la documentation pour la qualité et aussi simplifier le travail à la fin, quitte à identifier les points manquants s'il y en a, pour que la prochaine fois, la collaboratrice aille récupérer la data qui manque. Mais ce dont je me rends compte, c'est que le besoin vient du haut de la hiérarchie. C'est mis en place avec quand même de notre part de l'accompagnement, de l'onboarding. Le tuto, c'est vraiment pas compliqué du tout à utiliser l'outil. Mais c'est qu'au final, les personnes nous disent ne pas forcément toutes l'utiliser parce que soit elles-mêmes se sentent menacées dans leur métier qui est de prendre cette information, elles ne voient pas l'intérêt, même si tu te concentres davantage, comme on le fait maintenant, à ce qu'on se parle plutôt de regarder les notes et d'être vraiment dans cette réactivité aussi du temps présent et de la qualité de l'échange. Mais elles ont aussi peur d'être évaluées parce que mais vous avez mentionné la mise en avant aussi des points manquants que j'aurais peut-être oublié de saisir par rapport à mon template du guide d'entretien initial qui va générer ensuite le compte rendu final. Et donc il y aura potentiellement le fait d'être évalué qui va être une crainte aussi derrière. Et puis on nous dit aussi, mais qui dit transcription, dit à un moment donné j'enregistre aussi une tierce personne dont j'ai certes obtenu le consentement, mais dans le domaine de la santé, c'est de plus en plus maintenant on te fait signer ces accords de confidentialité pour justement le dossier patient informatisé ou autre. Et c'est OK, mais à partir du moment où tu dis voilà, je vais poser mon téléphone et puis ça va nous enregistrer de manière, je vous promets, vraiment confidentielle sur justement cet outil Swiss Transcript qui est 100% suisse ou vraiment compliant avec la RGPD, la NLPD, le patient final, il a le droit de dire en fait non. Ou si c'est dans le cadre d'une thérapie psychologique ou autre, non. Une médiation conflictuelle au travail, il va peut-être dire non. Parce qu'il y a quand même ce truc de attends, il y a quand même un enregistrement qui est fait et si la donnée pouvait être retenue contre moi par la suite. T'as beau leur dire mais le fichier il est effacé à la minute même où la transcription générée, il est effacé. T'as même des gens qui disent oui, et puis si jamais ça va utiliser pour faire deepfake de ma voix. Et donc il y a toutes ces craintes-là de l'utilisateur final, du grand public, qui peut avoir 18 ans ou 78 ans, qui fait aussi un blocage dans les usages. Bon là je te parle typiquement de la transcription avec l'enregistrement de la voix. Mais moi je suis une grande convaincue de la puissance du vocal, et j'ai l'impression quand même que ces usages vocaux vont continuer à augmenter. Et je suis la première à faire des prompts en vocal pour générer aussi mon contenu LinkedIn en disant tu gardes quand même ce que j'ai dit, tu me le mets juste en forme, mais on gagne un temps de fou. En fait, on parle beaucoup plus vite que... Donc là, l'aspect gain de temps, quoi. Il y a l'aspect transcrire ce qu'on dit en texte pour créer du contenu, mais après ce que tu disais donc avec Swiss Transcript, là vous adressez normalement le problème numéro 1 en fait qu'ont la plupart des PME en fait suisse romande et puis j'imagine suisse et puis même en France. Enfin bref, il y a plein de réunions qui se font et puis on perd l'information ou alors elle n'est pas structurée ou pas structurée de la bonne manière. Donc là, quand on fait nos audits, vous tombez pile dedans parce que le premier quick win, c'est d'aller retranscrire ces fameuses réunions. Et pour
pour avoir une trace. Et puis sachant que en fait tout ça, quand je parlais de contexte dans le prompt des IA, c'est hyper important le contexte. Donc tout ça, ça va créer une sorte de base de données avec plein de contextes qui va pouvoir nourrir ensuite l'IA pour aller chercher des informations sur l'entreprise. Donc c'est hyper précieux d'avoir cette donnée-là à plus juste d'un titre. Sauf que en fait, dans ce que tu me disais, il y a un mot qui est ressorti, c'était juste le mot confiance. En fait, je pense qu'il y a... Si il y a une approche du haut vers le bas, où c'est le DG ou les DG, le codir qui décide ça, sans confirmation du terrain, et qu'il y a déjà une situation conflictuelle, déjà de base, les gens ils vont être en résistance. Donc comment tu crées cette confiance ? Il y a plein de pistes, si tu veux, on pourrait les développer, mais en tout cas, déjà demander l'avis aux gens aussi, déjà. Il y a une manière de présenter les choses, je pense, qui peut être fait. Après, pour les patients, par exemple, que ce soit en thérapie ou des patients dans le domaine de la santé pour être enregistrés, maintenant, quand on est au téléphone, pour des raisons de qualité, vous êtes susceptible d'être enregistré, c'est par défaut, et les gens, ils posent plus leurs questions. Et donc voilà, après, c'est quoi l'intentionnalité de la personne derrière ? Si elle a confiance dans l'institution, l'organisation ou dans la direction, les gens, ils vont pas... ou dans le thérapeute, les gens, ils vont pas se dire... C'est tellement juste ce que tu dis, ouais. Enfin, ils vont pas se dire, c'est pas grave. Et en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que concrètement, moi, quand je le fais, je leur dis, est-ce que vous êtes d'accord ? Et il n'y a plus personne qui me dit non, parce qu'ils ont confiance, je crois, j'espère en moi. Du coup, mais clairement, moi je suis 100% d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on avait eu une personne qui était un peu réfractaire dans mon équipe, qui a été onboardée en début d'année, et je t'ai dit, voilà, on va refaire une formation, parce que j'ai 2 nouvelles personnes dans l'équipe, dont une personne qui n'a jamais mis les doigts déjà dans le ChatGPT, ce qui est quand même, je pensais, assez fou. Et j'ai dit, voilà, elle est réfractaire, donc j'ai besoin aussi que tu travailles pour comprendre pourquoi, et puis de l'amener pas à pas. Et c'est cette confiance... Et ce rapport aussi humain que tu as eu pendant toute la journée avec mon équipe, dont les 2 nouvelles personnes, qui a fait que, à la fin, elle dit, voilà, maintenant je me sens, maintenant je suis plus ouverte, je vois ce que ça peut m'apporter, je comprends mieux aussi ce que ça va faire et comment ça va pouvoir m'aider, tout en gardant mon authenticité, mon humanité, ma vibe. Et je pense que je n'ai pas pris ce temps aussi de formation pour créer aussi la confiance. D'abord dans l'humain, dans l'équipe, le reste de l'équipe, moi aussi qui prends la direction d'eux en tant que dirigeante, et puis toi d'accompagnant, de formateur, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas dépensé aussi de l'argent, du temps, parce qu'on mobilise les équipes pendant un jour, on fait venir quelqu'un de l'extérieur, et surtout ça prend du temps en plus de travailler sur des use cases dédiés à notre métier pour que ça ait vraiment de la valeur. Et franchement, ça, c'est une rentabilité de dingue en termes de retour sur investissement, parce qu'on a construit la confiance. Et je pense être convaincue que de mettre en place justement une gouvernance, moi d'y aller, parce que je suis early adopter dans l'âme, parce que ça m'intéresse, et j'ai la chance d'avoir une petite structure, donc on est très agile. J'ai pas un vieux ERP tout pourri avec lequel je dois vivre. Je peux me permettre de mettre des nouveaux process aussi très rapidement à jour. J'ai une équipe jeune, dynamique, intéressée, et j'ai à moins d'avoir perdu le fil de ma pensée, voilà, la confiance à la fois humaine qui vient appuyer ça, mais quand même avec le vrai angle de la confidentialité, parce que j'ai pas créé un SaaS non plus de transcription sécurisée pour rien. Et je suis très consciente que quand on fait des études de marché, on a de la data très sensible qui est partagée et qu'on peut pas la balancer n'importe où, n'importe comment. Et donc cette polarité aussi de ces 2 contraintes ont fait que très vite, j'ai posé les jalons de voilà comment on va l'utiliser. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un 3e ordinateur, parce que j'ai un ordi par boîte, un pour Call Insight, un pour Swiss Transcript, et un pour faire mes petits essais sur Cloud Cowork dans un univers fermé, avec un nouvel email, pas de drive, pas de data. Mais pour pas connecter avec tes données clients. Voilà, pour justement essayer d'aller un peu plus loin, comprendre c'est quoi le rôle de ces agents. Et c'est par l'expérimentation, les essais, qu'on peut déjà comprendre ce que ça peut faire. Et qu'ensuite, dès que j'aurai mieux compris le pouvoir que ça peut faire et comment on peut le brider pour pouvoir mettre à disposition, dans des conditions bien sécurisées de mon équipe, un potentiel de productivité, de gain de temps supplémentaire, tout en gardant l'humain au cœur de la relation avec nos clients, de la compréhension des besoins, qui est ce que tu fais toi aussi dans tes accompagnements, qui va construire cette confiance en disant oui, on travaille avec l'IA, mais pas n'importe comment, voilà comment on le fait, et on obtiendra aussi le consentement ou pas, et pour le coup, si c'est pas, ce sera chiffré plus haut. Mais je pense que, et je sais pas chez toi, mais là on voit que 50% des entreprises ont mis quelque chose en place, c'est déjà pas si mal, mais on a quand même 50% qui disent on vous fait confiance, faites comme vous voulez, et puis advienne que pourra.
Déjà, je voudrais dire, c'est vrai qu'en tout cas, vous ayant formé, je peux te dire que toi, tu es quand même au taquet niveau IA et je sais que tu fais pas ça n'importe comment. Et puis, c'est beau à voir de voir que tu utilises très très bien ces outils, mais aussi que sur la partie confidentialité, tu fais vachement gaffe aussi où tu mets les données. Et ça fait. Enfin, c'est cool que tu aies cette sensibilité là. Après, sur la confiance, c'est vraiment. En fait. Euh, Ce que je voulais dire, c'est que en fait, il y a deux chiffres qui m'ont marqué. 78% des gens ne sont pas formés. C'est pas Ouais, celui-là? mais en fait, t'as aussi le fait que plus les gens, mais ça va dans mon sens, donc c'est aussi, on va dire que je fais mon auto-promo, mais quand il y a les gens sont formés, eh ben, ils utilisent plus l'IA, ils l'utilisent mieux en général, donc j'ai vu que plus ils sont formés, plus ils ont surtout chez les marketeurs, plus ils ont des versions payantes, donc du coup plus ils sont sensibilisés, c'est ce que tu disais tout à l'heure, à la sécurité des données, et plus aussi ils gagnent du temps, en fait, à l'utilisation de l'IA. Et j'utilise plein d'autres fonctionnalités C'est et ça. features que juste améliorer mes emails. C'est ça, donc du coup, il y a ça, c'est assez intéressant. Et donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que aussi, nous, ce qu'on essaye de mettre en place dans l'entreprise, donc déjà, c'est consulter les gens donc, pour le cadre, donc les faire participer à l'élaboration du cadre de départ. Ensuite, dans un second temps, donc la période de formation permet vraiment de sensibiliser en fait vraiment sensibiliser les collaborateurs et puis de lever les réticences. Il y en a qui me disent que en fait ils savent pas par où commencer. Et moi, ce que je pense, c'est que le pouvoir de la connaissance, le pouvoir de transmettre les choses, bah, quand tu connais quelque chose, tu as moins peur. Il y en a qui se font une idée de l'IA comme une baguette magique qui est super efficace, qui peut permettre de tout faire et qui va me remplacer mon travail. Et à la fin de la formation, ils disent « Ah, c'est cool !» Mais en fait, non, mais ça va jamais remplacer mon travail. Même pour les retranscriptions. Enfin, les personnes qui te disent je fais une retranscription comme ça et je vérifie pas ce que l'IA a écrit et j'écoute pas pendant la réunion et puis je prends ça comme argent comptant, il y en a pas. Donc c'est pas parce que tu fais une retranscription que tu dois pas relire et que t'as pas de travail à faire. Donc en fait, souvent quand tu fais une formation en vrai avec une vraie personne, comme Dani, bah, tu changes des personnes qui sont un peu réfractaires à l'IA en des personnes qui sont pas forcément des ambassadeurs, mais au moins qui comprennent et qui comprennent l'intérêt, mais qui comprennent que c'est pas omnipotent, que ça fait pas tout. Et du coup, ils sont plus en confiance ensuite pour travailler sur ces Pour autant, tu as plein de formations en ligne. Tu vois, quand on voit que ce soit un influenceur sur YouTube qui va te montrer la dernière vidéo de... bah là, tu vois, il y a Claude Design qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je me dis, ah bon, encore un nouveau truc, il va falloir que j'aille regarder. Donc, toutes les semaines, ils te sortent de leur chapeau un nouveau truc. Et puis, si tu suis ChatGPT, Claude, Gemini... Mistral, ouais. Grok, Enfin, bon, on s'en sort pas. Je veux dire, il y a changement... même Meta maintenant qui ont sorti Muse qui vient de sortir. Et donc, c'est un nouveau modèle qui est dans le top 10. Donc, t'imagines si tu dois... Enfin, c'est aussi mon métier de suivre tout ça, mais t'as raison, bon, ça va à une vitesse. C'est épuisant aussi au niveau de la veille concurrentielle de ces différents outils. Je pense que si on refait le podcast dans 2 ans et la nouvelle étude dans 2 ans, il y aura encore plein de choses qui vont changer. Claude aura peut-être disparu, ChatGPT peut-être, j'en sais rien, mais oui, t'as tout à fait. Ouais, mais en tout cas, moi, c'est vrai que ce qui m'a frappé dans les chiffres, c'était 78% des gens ne sont pas formés, sachant que tu en as quand même le même ratio de gens qui disent qu'ils utilisent 20% tous les jours et les autres plusieurs fois par semaine. Donc on a quand même un très fort usage. Et pour autant, la majorité, ils n'ont pas appris à l'utiliser. Ouais. Pourquoi est-ce que les entreprises... est-ce que c'était déjà arrivé d'avoir des offres qui ne passent pas et où vous essayez de convaincre une entreprise de former leur staff, puis ils disent non, trop cher, trop de gens formés, pas assez focus sur mon use case, ou simplement ça ne nous intéresse pas l'IA tout court? Bon, déjà pour le e-learning, pour revenir sur le e-learning, je trouve intéressant, ça peut être intéressant le e-learning, mais ce que je vois en tout cas dans le marché suisse romand en spécifique, c'est que il y a encore cette envie de proximité, puis d'avoir une vraie personne qui parle, un vrai humain qui peut répondre aux questions. Et, c'est ça la confiance aussi, comme ça. Et ça crée aussi de la confiance. Je dis pas qu'en e-learning tu peux pas la créer, et on propose du e-learning dans certains cas, par exemple pour les modules basiques maintenant, de prompting, etc. On va proposer
proposer du e-learning pour les nouveaux collaborateurs, comme ça, ils n'ont pas à refaire à chaque fois la formation. Oui. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tu disais, si c'était ça le deuxième chiffre que je trouvais un peu intéressant dans l'étude, c'était si tu fais une formation sur l'histoire de l'IA. Ah ben non, hein. Bah non, mais c'est important. Moi, j'adore l'histoire de l'IA. Je peux parler de l'histoire de l'IA. Je trouve ça fascinant. Moi, en gros, je vais l'utiliser dans mon métier, gagner du temps en et fait, être ce que productif. je me suis rendu compte dès les premières choses, moi, le premier coaching que j'ai fait, de 14 janvier 2023, c'était 20 minutes, je t'explique les fondamentaux un peu de ChatGPT, comment ça fonctionne. Derrière un LLM, attention, il ne donne pas des données à jour, parce qu'à l'époque, il ne donnait pas de données à jour. Ouais, et puis, mon Dieu, c'est vrai. À l'époque, voilà, maintenant, il y a la recherche sur Internet, etc. Il y a moins d'hallucinations et tout ça. Et puis après, c'est les 40 minutes. Ok, c'est quoi ton quotidien professionnel? Il répondait déjà à un questionnaire en amont. Je savais s'il était dans le marketing, c'était quoi ses besoins, ses pain points. Et en fait, c'était 40 minutes. Je veux faire ça, comment je fais? Et je disais, va sur ton écran, clique là, fais ça. Donc depuis le début, je me suis dit, en fait, les gens, ce dont ils ont besoin, c'est une formation qui est axée cas d'usage métier le plus personnalisé possible. C'est pour ça qu'on a des parcours finance, et tu parlais de RH, marketing, études de marché. Et en effet, ça revient au pourquoi des entreprises n'acceptent pas des offres. Des fois, oui, c'est trop cher d'avoir une formation personnalisée sur l'IA. Ça peut être pour certaines personnes trop cher. Mais ce que je comprends pas, et là, je t'avoue, j'ai pas de réponse, c'est qu'il y en a, c'est pas leur prio. Il y a je me rappelle d'entreprises, je ne vais pas les nommer évidemment, mais qu'on a... Des marchés ou qui nous ont contactés, ils ont dit non, c'est pas la prio, alors qu'ils sont dans un domaine régulé, et qu'ils disent non, mais la RH me disait non, mais je pense que personne n'utilise l'IA chez nous. Alors parce qu'en fait, il te faut un porteur de projet, il te faut cette personne visionnaire qui a envie de porter aussi à bras le corps presque. Non, mais même pas. Elle me dit en fait, je pense que personne n'utilise l'IA chez nous, et donc je pense qu'elle était totale. Enfin, c'est plusieurs personnes, je dis pas une seule. Plusieurs contacts disaient nous, on pense que les gens n'utilisent pas l'IA chez nous. Donc là, quand ils verront les chiffres que 78% l'utilisent plusieurs fois par semaine et 20% tous les jours, ils vont. Après, voilà. Donc moi, je me suis dit, il y a certains domaines où ils sont moins. Justement, santé, dans le domaine de la santé, il y avait beaucoup moins d'usage. Légal, non? Peut-être. J'ai plus le détail, mais effectivement, tu étais beaucoup plus chez les enseignants, le marketing, et il y en avait moins dans les RH aussi, moins d'utilisateurs. Mais par contre, voilà. Dès qu'il y a des données sensibles ou légales, en fait, parce qu'en fait... Ils sont bloqués aussi, tu sais, dans leur possibilité d'expérimenter, de tester, de se familiariser, parce qu'ils ont juste pas le droit du tout. Donc, non, mais moi, ce que je vois dans ces entreprises-là, je me dis, dans la plupart de mes audits, et en plus c'est confirmé par l'étude que j'ai lue en amont, qu'il y a la plupart des entreprises, des personnes en Suisse romande normalement vu que votre échantillon est représentatif, on peut se dire que la plupart utilisent quand même ChatGPT gratuit. Et même là, c'était orienté sur les usages professionnels. Oui, tout à fait. Et ça corrobore totalement, moi, les deux audits que je fais, y compris dans le domaine de la santé, des transports publics, donc pas non plus des industries de pointe, on n'est pas chez Swissquote ou à l'EPFL, chez les PhD en neuroscience. Donc ça veut dire que même des personnes qui ne sont pas early adopters utilisent ChatGPT, ont entendu. Donc, ce que je dis, mais écoutez, madame, je pense que honnêtement, les gens utilisent déjà l'IA, et en plus, vous êtes dans un secteur régulé, et vous n'avez pas de charte, et vous ne voulez pas vous former. Mais là, en fait, moi, j'ai dit, je peux pas, moi, je vais pas essayer de vous convaincre et de vous vendre mon truc, absolument. Si vous pensez que c'est pas la solution, peut-être j'ai été mauvais vendeur sur ce coup, mais c'est très peu heureusement, voilà, mais il y a quelques entreprises que j'ai rencontrées, justement, qui... Surtout en 2 ans, c'est vrai que cette accélération, passer de 15% à 70 aidés plusieurs fois par semaine, c'est juste énorme, quoi. Et en fait, je trouve que là où ton étude elle est hyper intéressante, et ça revient aussi là-dessus, c'est que tu as dit qu'il y a à peu près 20% de gens qui utilisent vraiment quotidiennement. Et en fait, on voit qu'il y a un fossé de productivité, avec des externalités négatives, mais un fossé de productivité qui augmente drastiquement entre une personne qui maîtrise parfaitement ses outils. Donc là, je vais faire un peu le faux mot, mais en fait, entre moi, ce que j'arrivais à faire, parce qu'il y a 3 ans, et les gens comme toi aussi qui l'utilisent quasiment très souvent, ma femme aussi qui l'utilise très souvent, et ceux qui ne l'utilisent pas, qui n'ont... Enfin, il y a un gap de productivité qui est énorme et de compréhension de ce qu'on peut faire. Maintenant, dans Excel, Claude, c'est incroyable. Et je vois encore des gens qui sont en comptabilité qui...
Et là, ça me fait même un peu peur. C'est même pas pour vendre mes trucs, mais je me dis, mais ils comprennent pas que maintenant, Claude, dans Excel, il peut faire des dashboards entiers en automatique. Enfin... Après, JB, moi, je peux te dire aussi que je pense que dans l'étude de marché, une partie de moi me dit on est foutu. Parce que tu peux. Parce que on a quand même parfois maintenant des clients qui nous donnent plus l'analyse en disant on veut juste la data brute, parce qu'on va pouvoir la mettre dans Claude et faire notre analyse nous-mêmes. Fair enough, tu vois. La valeur que nous, on va apporter en plus de ça, ça va être ok, nous, on a la. Parce que, par contre, est-ce que vous pourriez vous rendre disponible 2 heures pour faire un débrief des résultats que nous aurons générés, Claude ? J'ai dit, écoutez, non, je suis désolée, mais je ne vais pas faire ce consulting là, parce que moi, le temps que je vais prendre pour déjà consulter la data, et puis voir qu'est-ce qu'il y avait comme questions ouvertes, où étaient les signaux faibles, est-ce que les questions étaient bien, enfin bon, bref. On amène un accompagnement sur la partie rédaction du questionnaire, on fait la collecte de données, puis on leur livre le fichier, et ils vont faire la suite par eux-mêmes. Je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui va se renforcer, avec des compétences internes qui ne devront pas être non plus... délirante, puisque toute la data, si elle est propre et qu'elle a été bien articulée avec le questionnaire, l'IA peut très bien faire une première analyse. Maintenant, nous, il va falloir aussi qu'on se renouvelle sur quel est l'accompagnement qu'on peut faire derrière, sur l'activation des résultats, travailler avec les équipes pour justement se l'approprier, cette donnée, en faire quelque chose. Et sur cette activation, qui est quelque chose que j'ai toujours eu beaucoup de peine à choper du budget, parce que c'était l'étude est déjà assez chère, donc si on doit encore remettre 5 000 francs pour un atelier activation, ça fait trop, donc on va le faire nous-mêmes en interne. Et je pense que ça va ramener cette valeur sur de nouveau l'humain, la confiance. Et on parlait du gens qui portent le projet aussi en interne pour pouvoir faire en sorte que ça se fasse, parce que ça prend de l'énergie quand même de mobiliser les équipes pour faire des choses. Et mesurer le retour sur investissement, il va plutôt partir de ce moment-là où on va activer les résultats de l'étude de marché pour ce qui est de mon business. Et parce que de ton côté, il faut quand même admettre que les entreprises aujourd'hui, moi la première, j'ai aucune idée du vrai retour sur investissement. Parce que l'année passée, j'ai fait une super bonne année, on a eu un super bon chiffre d'affaires, mais on n'a pas fait beaucoup de bénéfices et on n'avait pas beaucoup de marge finalement. Donc, où est la valeur de l'humain ? Où est le kiff qu'on prend au travail ? Quelle est la place de l'humain dans des process ? Enfin, tu vois, et tout ça, je pense que les gens se posent aussi ces questions-là dans le monde du travail. Au-delà de, tu as une décision qui te vient de la direction sur go ou no go pour mettre de l'IA dans nos outils, dans nos pratiques, dans nos manières de penser. C'est une véritable révolution. Alors là, il y a tellement de sujets que je ne sais pas comment. Je vais... Donc déjà, go, no go sur l'IA, je me dis déjà, go. Ils sont... Non, mais c'est pas go, no go, c'est juste que les gens l'utilisent déjà. Donc comme qu'on a vu, c'est disait en fait dans ton rapport, et ça corrobore en fait, j'avais une réunion avec des directeurs mercredi, et dit en fait, les gens utilisent déjà, sauf que nous, on ne l'a pas cadré, et c'est à nous de taffer pour le cadrer, parce que s'il y a un problème de données, ça va être sur nos épaules, et on ne peut pas mettre la faute sur un collaborateur si nous, on n'a pas mis de cap. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que pour des cas comme... En fait, c'est assez subtil, je pense, et je ne sais pas tout non plus, mais ce que j'ai l'impression, c'est que il y a plusieurs choses. Il y a par exemple, toi, Esther, fondatrice de QualInsight, ou une personne de ton équipe qui maîtrise bien les études de marché, qui comprend son sujet et qui utilise l'IA par-dessus. Bien sûr. Et du coup, il y a comment ça ? Il y a une voiture de 220 chevaux avec un pilote qui peut conduire une voiture de 220 chevaux. Alors qu'un client ou une cliente à toi qui utilise l'IA, mais qui va se faire avoir, parce qu'en fait, on le voit. Fais-moi l'analyse avec ce fichier Excel. Voilà, c'est ça, avec un prompt qui n'est pas bien fait. On voit que des fois, tu l'avais bien dit, en tout cas dans le témoignage que je t'avais demandé dans le livre qui va sortir là. Dans le livre, tu avais dit les signaux faibles, on ne les voit pas. Et c'est vrai que moi-même, en testant, j'ai fait un peu le truc, j'ai dit regarde Esther, j'ai fait ça et tout, mais j'ai loupé des signaux faibles parce que je ne suis pas expert de l'usage. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un avocat très très bon avec l'IA, il va pouvoir produire un meilleur output avec l'IA, mais parce que c'est lui le destrier qui connaît bien ça. Et pareil pour le marketing, si tu sais pas comment faire, on parlait de LinkedIn tout à l'heure, si tu sais pas comment faire une bonne accroche, quel type de post LinkedIn fonctionne, etc., en autorité, pour bâtir ta crédibilité, tu connais pas les mécaniques de base, tu peux pas vérifier l'output, tu peux pas vérifier le résultat final, et tu peux pas dire si l'IA, ce qu'elle fait, c'est bien ou pas. Les développeurs, c'est exactement pareil. Bien sûr, mais je suis 100% d'accord avec toi. Et donc, en fait, et en même temps, je vais te donner un autre exemple après, je te laisse la parole parce que c'est hyper intéressant là, j'ai encore plein d'autres trucs à dire, mais
Il y a une personne que j'ai rencontrée donc, en prenant mon chien, qui est traducteur. Il m'a dit, j'ai perdu 50% de mes mandats en 18 mois. Et donc je me dis, mais t'es sûr, c'est sûr que c'est à cause de l'IA et tout, c'est parce que moi j'essaie toujours de dire, parce qu'il y a tellement de choses qui se disent sur l'IA, la menace d'emploi, on ne la voit pas encore, le grand remplacement de l'IA par, voilà. Mais en fait, dans certains métiers, quand même. Bah oui, nous, Donc, on a mis en place la traduction simultanée avec Swiss Transcript, donc évidemment, ces métiers-là, ils sont les premiers exposés, et lui, il va pas y avoir de miracle. mais en même temps, tu vois, paradoxalement, j'ai un ami, il a créé une agence de traduction boostée à l'IA. Et lui, ça cartonne. Ah oui, tu dis, dans En le fait, sens, il lui- s'est pas adapté non plus, il n'a pas essayé Je de sais voir... pas, mais ouais, en tout cas, il a perdu ses clients qui ont internalisé le truc. Je suis pas sûr que ses clients. Donc là, je parle de deux personnes différentes. Le premier qui était traducteur et qui a perdu ses clients, que je pense en fait, ses clients, pour des questions de coût, ont internalisé la compétence. Et ça me fait penser à un client que j'ai aussi qui, lui, a internalisé la compétence traduction, mais qui se rend compte que, certes, ça va, ils économisent, mais ça crée de la charge mentale aussi en plus sur ses collaborateurs. Et je parle, donc ça, c'est à la fois le traducteur et l'entreprise qui utilise un traducteur, maintenant on ne l'utilise plus, mais on voit que ça crée d'autres problèmes en interne de l'entreprise. Et j'ai aussi en fait mon autre ami, lui, qui a créé une agence de traduction 100% pilotée, enfin la traduction est faite par IA, il traduit des documents de formation, des vidéos, et c'est dans 70 langues, et c'est top, enfin en tout cas ils vendent, donc je pense que le marqueur de si c'est bien traduit ou pas, c'est ce que les gens achètent, là pour le coup les gens achètent. Donc en fait, je sais pas trop ce qu'on peut déduire de ça, mais en fait, quand on internalise la traduction, ça crée de la charge mentale en plus. Mais en même temps, il est vrai que pour certains métiers comme la traduction, il y a des gens qui perdent un peu leur emploi, mais ça crée des nouveaux emplois parce que il y en a certains qui créent le même métier mais assistés par l'IA. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Je pense que il faut se dire, il faut s'adapter toujours, mais accompagner les équipes, déjà, je pense que pour les entreprises où ça bouge, ça bouscule. Et puis pour les personnes qui restent sur le carreau, tout va dépendre aussi de ton âge, où tu en es dans ta vie. C'est pas évident, il y aura des reconversions. On peut être inquiet pour les jeunes aussi. Je pense à mes enfants qui ont 17-18, qui arrivent sur le marché du travail. C'est chaud en tant que parent, personne n'a de la boule de cristal, de savoir comment on peut les guider, les accompagner. J'ai dans mon entourage d'autres personnes qui sont plutôt vers l'après-retraite à 58-60 ans et qui se posent d'autres questions. Donc ça, après, c'est un choix individuel. Et puis, j'ai pas la réponse et j'ai pas envie de me faire des ennemis en disant que ma foi, les gens, ils ont qu'à se reconvertir et puis non, parce qu'il y a pas toujours des solutions miracles. Quand t'as toute une carrière derrière toi, et à un certain âge, t'as plus forcément non plus l'envie, la motivation, les possibilités, les moyens, ou que sais-je, de recommencer à zéro. C'est une réalité. En fait, donc là-dessus, moi j'avais pris du temps parce que c'est un truc qui me crée en fait des gros questionnements, justement l'avenir du travail à l'ère de l'IA, mais juste que j'ai compris, c'est pas une vérité, mais ce que j'ai compris en prenant plusieurs jours de réflexion là-dessus, c'est que, bon déjà pour répondre à la première question, c'était si tu as une appétence, peu importe ton âge, si tu as une appétence pour le sujet, c'est vrai que c'est plus simple si tu aimes bien l'IA et que tu es traducteur et que tu fais de la traduction assistée par l'IA, c'est plus simple. On peut imaginer que c'est la personne que je connais pas très bien, ce traducteur, mais il avait peut-être pas une appétence pour la technique qui était très forte. Et voilà, donc il y a aussi des questions de caractère, et ça, je pense pas que c'est qu'une question d'âge. Tout à fait. Donc il y a une première chose. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que il semble converger que en fait, quand tu as une expertise forte, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, si tu as une expertise forte et que tu rajoutes l'IA et que tu peux... Et donc si tu es un peu senior, tu es autour de 40-45 ans et que tu as déjà un peu d'expérience de bouteille en entreprise, tu as une expertise. C'est une vraie aubaine. Et du coup, en fait, là, tu es plutôt bien placé. Donc imagine, tu couples ça avec une bonne connaissance de l'IA, et en fait, en prompting, tu seras doué parce qu'il s'agit de briefer et déléguer des choses. Et on a vu que les meilleurs prompteurs, en fait, c'est ceux qui savent bien déléguer. Donc déjà, ils sont... En plus, tu peux vérifier parce que tu as une expertise, donc tu peux vérifier, donc tu es moins obsolète plus facilement. Et ce qui semble se désigner, c'est que il y a de moins en moins de... par exemple, les juniors ont l'air d'avoir du mal à trouver du travail. Mais ça, je suis prudent sur les chiffres parce que c'est pas encore totalement bien documenté. Enfin, il n'y a pas de convergence totale. Mais
il semblerait que les jeunes aient du mal à trouver des stages, du travail, etc. Après, il y a le marché de l'emploi aussi, qui est Et tendu oui, de et manière donc voilà, générale. c'est pour ça, il y a les les- conditions macroéconomiques, il y en a qui c'est mettent ça sur le dos de l'IA alors que non. Moi, le constat que je peux poser, c'est qu'on avait dans les questions ouvertes de la fin, pour identifier quelles étaient les sources d'opportunités, les leviers d'optimisme autour de l'IA, et puis à l'inverse, les freins, les menaces, les peurs. Et la peur de perdre son emploi, le chiffre était beaucoup, beaucoup plus bas qu'il y a 2 ans en arrière. Ouais, je pense Donc que... quand même, ça fait quand même moins peur. Et maintenant, la peur qui était la plus importante, c'était parce que je pense aussi que maintenant, il y a 80% des gens qui l'utilisent, donc c'est la peur que ça génère des erreurs. Ouais. Tu vois, c'est... Voilà. Alors, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a quand même, même si tu as montré que en fait, beaucoup d'entreprises n'avaient pas été formées, je pense que soit sur YouTube, soit sur LinkedIn, les gens sont plus informés néanmoins quand même de ça. Donc, ils sont informés de 2 choses. Déjà que l'IA, ça automatise pas tout, que c'est pas une baguette magique. Je pense qu'il y a moins de hype qu'il y a 3 ans. Il y a plus de réalisme, de pragmatisme. Et 2, les gens se rendent compte que il y a plus de pragmatisme et donc ils voient aussi plus les erreurs et la qualité. Et donc là, ils savent que l'IA peut produire, enfin les modèles de langage spécifiquement peuvent produire des erreurs. Donc du coup, ils sont plus prudents aussi. Et juste pour revenir sur l'avenir du travail, ce que j'avais vu, c'est que les gens ils sont pas d'accord entre eux sur l'avenir du travail. Ce qu'on peut être sûr, c'est qu'à chaque révolution technologique, il y a eu des allumeurs de réverbères, il y a eu des cochers, et il y aura aussi des cochers à l'ère de l'IA. C'est peut-être les traducteurs malheureusement. Donc il y a des jobs qui vont... Voilà. Mais si on prend par exemple les cochers de l'industrie automobile a créé énormément d'emplois. Tout comme l'électricité a créé énormément d'emplois parce qu'il y a de la maintenance, etc. Et là on voit déjà ce mécanisme à l'œuvre où mon métier, il y a 3 ans, il n'existait pas. Là je te parlais ce midi en off aussi des AI Product Managers. On parle des gens qui vont devoir... t'as vu, si on met l'IA dans tous les processus métiers, il y a les gens qui vont s'occuper de la souveraineté, qui vont s'occuper... En fait, on peut créer des logiciels aussi plus facilement, donc qui va s'occuper de maintenir ces logiciels qu'on va créer en masse? Et donc en fait, ça va créer plein d'autres opportunités, mais c'est là où tu as raison, c'est qu'il va falloir peut-être une reconversion assez Puis il va falloir être techos, Et en fait, peut-être aussi être techos, mais aussi il y a tout l'aspect humain. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que ça va revaloriser. Une infirmière ou un infirmier aujourd'hui n'est pas en danger. Une personne qui a des bons soft skills, ça n'a jamais été aussi valorisé. Donc, on va leur apporter des outils qui vont réduire la charge mentale au niveau de la gestion de l'administratif, parce que ça va être plus automatisé. Mais on aura quand même toujours ces freins ces freins à l'adoption. Parce que ce sont quand même des nouveaux usages, comme quand tu as eu l'arrivée d'Internet et qu'il a fallu former pour juste apprendre à passer sur Word, ensuite apprendre à utiliser Excel, apprendre à faire des emails. Voilà, c'est continuer cette digitalisation aussi des usages qui seront plus un problème avec tous les jeunes qui tapent plus vite que leur ombre, quoi. Donc effectivement, tout ça va évoluer petit à petit avec les usages aussi qui se digitalisent. Et ça rajoute de la complexité, ça aussi. Donc tu vois, il faut gérer cette complexité dans les entreprises, parce que quand tu as l'IA en plus, c'est un truc à gérer en plus qui crée plein de questions. Et donc en fait, c'est marrant parce que il faut des gens pour gérer ça. Comme tu le disais tout à l'heure, il faut des gens on parle ça des champions IA ou des ambassadeurs IA pour porter ça. Il faut que la direction soit alignée avec les collaborateurs. Il faut créer la confiance avec les collaborateurs. Donc il y a toute la gestion du changement. Et finalement, ça, d'une certaine manière, au lieu de supprimer du travail, ça en enlève aussi. Ça en rajoute, parce qu'il faut travailler sur tous ces aspects-là. Et donc, en fait, juste pour conclure sur l'avenir du travail, en fait, il n'y a personne qui sait comment ça va être. Il y en a qui parlent de semaine des 4 heures, il y en a qui parlent qu'on va travailler toujours autant, mais on va faire plus. Oui. Personne n'est d'accord, en fait. Et donc, moi, la seule conclusion que j'ai eue après tout ce travail, c'était, en fait, j'en sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que ça crée plein de problématiques en entreprise que tu as émis tout à l'heure et que il faut les adresser. Et c'est un mélange d'humain, de connaissances techniques, et c'est hyper passionnant. Mais, en fait, vous voulez vous lancer dans le consulting entre le côté RH, la gouvernance d'entreprise, les process, Boost à l'IA, mais lancez-vous, vous avez une autoroute, quoi.
En fait, c'est ce que nous on voit. En tout cas, c'est pour ça que nous on positionne Medgene et puis là-dessus, c'est que ce qu'on voyait, c'est qu'au début, les gens ils voulaient juste se former et 1 heure de coaching ça suffisait. Maintenant, on fait des roadmaps sur 12, enfin une feuille de route sur 12 mois avec le cadrage, la gouvernance, la formation, la constitution des teams de champions IA, demander, faire un sondage en amont, enfin un audit qu'on dit, avec la direction pour les aligner sur la gouvernance, mais aussi demander avoir une vision des collaborateurs. Voilà. Ensuite, les besoins métiers. Et ensuite, une fois qu'on a fait la formation de base, faire des workshops métiers très précis. Donc finalement, si on veut bien faire les choses, ça fait beaucoup de choses à mettre en place aussi. Après, le ROI, il est là. Mais il faut... en fait, pour qu'il soit là, c'est pas si simple, en fait. Et c'est pour ça que je pense aussi beaucoup de gens n'ont pas de gouvernance et tout, parce que c'est complexe. Enfin, tu vois, il y a de l'humain, il y a de la technique, il y a plein de choses. Et moi, c'est pour ça que ça me passionne. Mais, Tu sais, quand j'ai présenté les résultats de l'étude qui était davantage axée sur les usages des gens du marketing, donc vraiment les professionnels du marketing, je présentais donc devant une 70aine de personnes du marketing, et puis dans les conversations off, ils me disaient après, mais le souci de l'IA, c'est que oui, je suis beaucoup plus productif, mais je n'ai pas plus de temps libre, je fais juste plus. Ouais. Totalement. Donc, mais personne ne m'a parlé justement de je vais avoir plus de temps, la semaine de 4 heures, etc. C'est plutôt, ça me crée une charge mentale supplémentaire parce que dorénavant, je voudrais aussi pouvoir faire ça, plus ça, aller plus vite avec ça, connecter avec ceci pour optimiser ma fonction dans sa globalité. Ouais, alors c'est tout le paradoxe quand je dis chaque révolution a des externalités positives, des externalités négatives. Donc, et là on voit bien les externalités négatives, c'est que finalement il y a plusieurs choses qui apparaissent dans les études un peu qui sont intéressantes. Donc il y a l'AI Brain Fry, donc c'est l'idée que je crois que c'est le Boston Consulting Group. Mais en gros ils ont vu que si tu utilises plus de 3 outils IA dans ton quotidien, en fait, ça te fait court-circuiter, sécher ton cerveau. Voilà. Donc, ça fait baisser un peu la productivité. Il y a vu aussi que comme, du coup, tu manipules plein d'outils IA ensemble, en simultané, tu fais plus, mais du coup, ça te crée une charge mentale en plus parce que tu dois vérifier les résultats. Et en fait, c'est exactement ce que disent tes marketeurs. Et comme moi, dans ma fonction, je suis aussi un petit peu... Chief Marketing Officer, même si c'est un peu des anglicismes tout ça. C'est moi qui écris mon contenu sur LinkedIn, la newsletter, et donc je le vois, et j'ai envie de faire beaucoup plus de choses, et comme je suis aussi, j'utilise plein d'outils d'IA, j'utilise Claude, machin, tout ça, et en fait, ça épuise aussi, et donc là on voit que ça nous fait gagner. Moi je peux pas dire que ça me fait pas gagner en productivité, c'est énorme ce que je peux faire avant, mais aussi il faut vérifier, il faut... au niveau de c'est toute une autre manière de travailler qu'il faut inventer en fait. Ouais. Et c'est pas du tout évident et ça crée plein d'externalités négatives. Donc moi je suis sûr que je parie il faudrait qu'on se revoie peut-être dans 2 ans ou 2 ans, il y aura des IA digital detox, tu vois. Donc là on parle de digital detox avec les... Et donc je pense qu'il y aura des journées sans IA au travail. Il va y avoir tout un mouvement un peu de... Des fois j'utilise pas l'IA pour... tu vois, je sais pas, comme avec le truc avec le smartphone, le trop en fait crée une contre-réaction qui est assez intéressante. Dans mon entourage, une personne qui est proche de moi, qui est dans l'IT, me disait en fait, c'est tellement en train de bouger dans mon job que je me demande si j'irais pas ouvrir un atelier de réparation pour juste re-être dans la matière et puis déconnecter. Tellement que ça va vite et puis que les entreprises mettent quand même pas mal de pression sur les gens qui sont dans l'informatique, dans l'IT. Après, après l'IT, c'est encore un sujet à part entière parce que là, on a vu depuis 6 mois l'apparition en fait d'outils IA, donc comme Claude Code, Codex ou Mistral Code, maintenant, dans les offres d'emploi, c'est juste mis faites de l'IT avec l'IA, quoi. Tu vois, ils précisent même pas avec quel outil ou quoi. C'est acté que mec, tu maîtrises, quoi. En fait, le truc, c'est que en fait, les LLM, donc c'est grand modèle de langage, et en fait, la programmation, on dit bien un langage de programmation. Donc en fait, depuis le début, les LLM, ils sont doués pour coder. Sauf que du coup, pour améliorer leurs outils, OpenAI, Claude, Anthropic, même Google, etc., leurs outils IA, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut coder plus, coder mieux. Donc du coup, ils ont pensé le truc et ils se sont dit, en fait, on crée des outils
qui vont nous aider à coder plus vite. Et en fait, ces outils vont nous aider à coder des outils qui codent mieux. Et donc là, on rentre dans une boucle où en fait, depuis 6-7 mois, on a des modèles qui deviennent ultra puissants pour coder et qui commencent à être accessibles à toujours en langage naturel. Donc tu parles comme un ami, tu dis code-moi ça, déploie-moi ça, fais-moi ça. Et c'est ultra, ultra puissant. Mais du coup, on revient un peu à ce que tu disais, mais c'est pareil pour le marketing, pareil pour les études de marché, pareil pour tous les professionnels. Et bien peut-être qu'au lieu de gérer 5 projets, tu vas en gérer 10 ou 15. Donc pour l'IT, gérer 15 projets de développement ensuite. Mais après, il faut vérifier l'output. Donc ça te crée une charge mentale qui est supérieure. Si tu fais 10 études de marché au lieu de 5 à un chef de projet chez toi, oui, tu fais tout plus vite, mais il faut quand même vérifier le résultat, la fiabilité. On a vu que les LLM... Donc en fait, comment... Et je suis désolé, j'aimerais bien avoir une réponse là-dessus, mais comment on s'organise à l'ère de l'IA, comment on travaille. Et en fait, là, les early adopters qu'on est, on est en train de casser de faire les frais aussi des pots cassés. On expérimente sur nous-mêmes et puis... Burnout, épuisement. Non, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on voit tous aussi les effets un peu pervers de cela. Non, mais moi alors burnout, j'exagère un petit peu, mais je vois quand même que dans mes équipes, on n'a pas envie d'être dopé à l'IA tout le temps non plus, hein, de loin pas. D'où on veut remettre plus de poids sur les études qualitatives, aller parler aux gens, aller sur le terrain, faire de l'ethno, faire du quali-quanti à plus grande échelle, profiter des outils, mais pour avoir plus de temps de parole et de matière justement humaine, verbale, qualitative, pour amener plus de connaissances conso à nos clients en utilisant les outils sans pour autant être dans cette prod, quoi. La course à la production de rapports avec des data. Parce que ça, je pense que les entreprises vont très bien le faire elles-mêmes avec toutes les données qu'elles ont déjà en interne, qui ne sont pas toujours super bien organisées et structurées, mais je pense que ça va s'améliorer. On le voit quand Suisse Alémanique, une longueur d'avance d'ailleurs là-dessus. Et puis que les RAG, donc tous ces outils qui vont se connecter ensuite à des hubs de données internes pour faire du traitement, de l'analyse et de l'optimisation de la connaissance data inside, à l'intérieur des entreprises, ça va s'améliorer et ça va amener des nouveaux leviers de croissance sur la base de la donnée existante. Ouais. Où nous, on viendra toujours comme des collecteurs de données externes pour pouvoir compléter la data existante sur la base des données de l'entreprise, parce qu'elle n'existera tout simplement pas chez eux. Mais pour autant, ce qui fera la différence, c'est d'aller parler aux équipes, de comprendre les besoins, de délivrer la donnée, de faire des ateliers d'activation, d'aller sur le terrain, de parler aux gens, et puis de juste sentir la vibe et d'être dans l'échange. Le truc vibe, ça me fait penser vraiment à ce que l'IA n'a pas aujourd'hui. En fait, c'est les 5 sens. Là, je te vois, je vois tes expressions du visage, tu vois les miennes. C'est satisfaisant. Ouais, et du coup, il y a ce côté que l'IA peut pas remplacer. Après, il y en a qui diraient aujourd'hui, parce qu'il y a des robots qui vont venir, etc. Mais c'est pas le sujet. Là, aujourd'hui, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'IA opère. Il y a le professeur Ethan Mollick, que j'aime beaucoup, et en fait, qui parle de la jagged frontière, donc c'est la frontière déchiquetée, et donc il faut s'imaginer une sorte de diagramme comme ça, où l'IA est très très douée sur des tâches où l'humain est pas doué du tout, et paradoxalement sur des tâches où on se dit qu'elle devrait être très douée, elle n'est pas du tout douée, et l'humain est très doué. Et sauf que cette frontière déchiquetée, elle est en train de s'étendre. C'est-à-dire que l'IA devient capable de faire de plus en plus de choses, qui plus est dans des entreprises où il y a déjà plein de données qui sont bien consolidées, avec des logiciels à jour, comme je disais tout à l'heure, où on peut connecter ces données et aller chercher les informations comme ça. Mais néanmoins, il y a toujours cette frontière déchiquetée où il y a des humains qui, sur des tâches qui nous paraissent tout bêtes pour nous, mais qui pour l'IA sont très très compliqués. Sont très compliqués. Et donc en fait, ce que disait, ça je reviens sur un autre truc que j'avais lu et que je trouve hyper intéressant, c'est que si je devais me donner, je sais pas, tu m'as pas posé la question, mais donner un conseil à un travailleur, mais c'est un conseil que je me donne à moi-même aussi, et ça revient sur le côté humain, c'est sur cette frontière déchiquetée, donc sur ce que l'IA sait pas faire, il y a forcément un truc que toi, en tant que professionnel, tu sais faire. Et donc, double down, vas-y à fond là-dessus, parce que c'est ta valeur, c'est peut-être 2% de tout ton job, mais le paquet là-dessus, et c'est ça qui va te garder, Tu vas déployer tes talents là-dedans. Et tu vas déployer tes talents dans cette chose-là que l'IA ne pourra jamais faire ou ne peut pas encore faire. Et ça, j'aime bien. Et sauf que le problème, et c'est là où c'est ça qui est compliqué, c'est que pour savoir
ce que l'IA sait faire et ne pas faire, il faut bien l'utiliser. Et donc, il faut l'utiliser au maximum. Je veux dire, il y a plein de gens qui me disent en formation, non mais JB, ça l'IA, elle peut pas faire. Je dis, mais si, regarde, tu fais ça, c'est facile. Enfin, je dis pas c'est facile parce que c'est jamais facile, mais... Et en même temps, dans 2 ans, les cartes, elles vont être redistribuées. Et oui, mais du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce qui est embêtant, c'est que pour trouver notre valeur unique, il faut utiliser l'IA pour savoir où notre valeur unique est. Mais ça nécessite que tu utilises beaucoup l'IA aussi pour voir où reste ta valeur unique. Et en même temps, je me dis, ça évolue tellement vite quand tu vois maintenant que tu as ces bots qui font preuve d'empathie. Il y a de plus en plus de gens qui se font conseiller au niveau du conseil psychologique avec des IA. Et on voit aussi, je suis la première à avoir testé, tu sais, Duolingo, là, ils ont perdu je sais pas combien de pourcents, ils ont chuté au niveau de leurs actions, parce que maintenant, t'as quelqu'un qui te parle, oui, c'est sur un écran, mais comme toi, pour m'apprendre l'allemand ou le suisse allemand, en one-to-one, en corrigeant mes erreurs de prononciation, en me challengeant, et j'ai vraiment l'impression que c'est un autre être humain de l'autre côté, quoi. Ouais. C'est pas un avatar en mode dessin animé qui me parle. Ouais. Et cette personne-là, elle a vraiment l'air humaine, tu vois. C'est vraiment un super bon deepfake. Alors, ce qu'on sait, je pense par des sources assez fiables, c'est que la Harvard Business Review, donc en 2025, chaque année, ils font une sorte de baromètre de l'IA aussi, mais pas sur les professionnels suisses romands, mais sur l'ensemble des usagers de la générative AI. Je pense que c'est plutôt les consommateurs qui ont une version gratuite, parce que version payante, en général, on ne peut pas trop sonder leur utilisation. Mais en gros, les 3 en 2024, en tout cas en 2025, je me répète, la première usage, c'était thérapie et compagnonnage. Deuxième chose, finding purpose, donc trouver un sens. Et troisième, c'était organiser ma vie. Donc en fait, consulting dans le coaching avec l'IA, quoi. C'est ça. Et non, mais en fait, ce que je veux dire, les gens l'utilisent. Quand on parle, la majorité des utilisateurs des chatbots conversationnels l'utilisent pour des conseils très personnels. Donc un outil qu'on a imaginé pour révolutionner le travail, finalement utilisé à titre personnel. Néanmoins, est-ce que ça veut pas dire qu'on est très seul alors aussi? Aussi, mais je pense que ça peut être un symptôme. On a un problème de confiance avec autrui. Peut-être, mais parce que l'IA, elle est là en fait. Après, c'est un autre sujet, thérapie et companionship, mais coaching, mais c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que en fait c'est une entité. Moi j'appelle ça une entité parce que c'est pas totalement un logiciel, mais c'est pas un humain non plus, et je veux pas l'anthropomorphiser, je parle des agents conversationnels. Mais en fait ils sont dispo 24/24, souvent ils vont dans ton sens, parfois même c'est dangereux, et donc et ils te jugent pas, donc il y a cet avantage-là, sauf que les études, en tout cas là-dessus, montrent que si le prompt n'est pas bien cadré, ça peut faire plus de mal que de bien de l'utiliser en thérapie. Et dernière chose, un truc qui est hyper intéressant, c'est que le site, et je l'ai mis dans ma dernière newsletter parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est le site qui a le plus performé dans le dernier mois aux US. Tu sais, t'as une idée de ce que ça peut être? Non. Ça s'appelle Your iSlop Bores Me, et en gros c'est une sorte d'interface de chat avec ChatGPT, parce qu'en fait derrière c'est des humains qui répondent. Ok. Donc j'avais entendu parler du jeu où tu sais pas si c'est un humain ou une IA qui te répond. Oui, mais tu peux pas faire la différence. Ouais. Ah oui, mais alors je crois que ça doit être. Ok. Non, mais là c'est le truc, c'est justement son prérequis, son argument marketing, c'est de dire, en fait, tu viens sur mon site, c'est que des humains qui te répondent. Ouais, ok. Et donc c'est le truc qui a le plus de succès. Donc tu vois, il y a après une sorte de révolution où tout le monde a parlé d'IA, c'était trop bien d'écrire un post LinkedIn avec l'IA. Maintenant, t'écris un post LinkedIn avec l'IA et t'es tagué. Tu dis encore c'est pourri, il est écrit avec l'IA, il fait pas d'efforts. Plus d'authenticité. Et donc donnez-nous des ratures, donnez-nous des bugs dans le propos. Ouais, donnez-nous de l'imperfection, voilà. Et donc c'est pour ça que en fait ça revient. En fait, je trouve que notre conversation elle revient sur deux choses. C'est l'humain va primer. Enfin, l'humain va prendre beaucoup de valeur. Tout ce qui est le temps qu'on passe ensemble là. Ou je sais pas, un manager qui a passé 1 heure avec un employé pour lui expliquer quelque chose, mais je sais pas, ça va être incroyable. Moi je passe 1 heure à t'écouter, ça va être incroyable. Tu passes du temps à m'écouter, ça va être incroyable, parce que les interactions elles seront gratuites avec le chatbot, mais les interactions rares avec un vrai humain, ça va prendre une valeur. Enfin, j'ai l'impression que elle nous amène plus de joie, parce que je pense qu'il se passe aussi un truc au niveau des énergies. Bien sûr. C'est plus puissant, ça pénètre beaucoup plus, je trouve, en nous, et ça crée un lien, ça crée un attachement. Et... Ouais. On peut l'avoir avec une machine, mais...
Je sais pas, je reste comme sceptique. Après, ça dépendra Bah, peut-être ils des gens. appellent ça les relations parasociales. C'était un des mots les plus. Enfin, il y a des dictionnaires, tu sais, dictionnaires anglais et tout ça, qui mènent toujours un mot de l'année. Et le mot de l'année 2025, c'était parasocial. C'est toutes les relations qu'on tisse, soit avec des célébrités, des influenceurs qu'on connaît pas directement, soit avec des IA, justement. Ah, bon, on n'est pas sorti de l'auberge alors. Hein. Bon, on arrive déjà à la fin de la discussion. J'avais envie de te poser encore une question, mais c'est encore relié à mon outil Suisse Transcript, parce qu'on parle de coaching avec les IA, de soutien psychologique et d'accompagnement au quotidien, même quand les psychologues ils dorment. Ouais. Moi, justement, j'ai assez peu d'utilisateurs psychologues dans mes utilisateurs aujourd'hui de Suisse Transcript, mais il y en a quand même, parce que justement, ils sont très attachés au contact humain. Ils n'ont pas envie de poser, peut-être c'est une question de génération, maintenant tu le dis tout à l'heure, il n'y a pas que l'âge. Je suis pas sûr. Ils n'ont pas forcément envie de poser un device, tu vois, pour saisir la discussion. Ils ont peur aussi que ça dénature la qualité de ce qu'eux vont pouvoir percevoir, parce qu'ils disent qu'il y a aussi du non-verbal. On le défend aussi en qualitatif, ça se tient, mais après tu peux tout à fait mettre quelques notes aussi à côté sur le non-verbal que tu as pu observer avec ton patient. Et pour autant, j'en ai quelques-uns, donc vu que je me suis dit, je vais faire une petite étude qualitative, tu vois, avec ma quinzaine, vingtaine de psychologues, pour voir un peu comment eux l'utilisent, c'est quoi la puissance du truc. Et en fait, ils disaient, parce qu'on a fait un prompt sur mesure pour les psychologues, sur la base d'une trame généraliste de consultation thérapeutique, donc ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà mieux que rien. Et puis la data, elle n'est pas chez les GAFAM, vu qu'évidemment c'est sur les serveurs chez nous en Suisse. Et les gens me disent, en fait, ce qui serait mieux, c'est de l'adapter à ma pratique. Donc d'une part, moi par exemple, je suis spécialiste en TDAH, et donc voilà ce dont j'aurais besoin. Donc on a pu mettre à jour un prompt sur mesure par rapport à vraiment, tu as la verticale métier psy, mais en plus TDAH, sur ta spécialisation de ton public cible. Et puis, il y en a des autres, ils nous donnent en fait leur exemple de compte rendu. Alors on signe un accord de confidentialité pour prendre connaissance c'est anonymisé de toute façon, de comment ils travaillent. Et puis sur cette base-là, qui va finalement être pas les best practices du domaine, mais comment, Charlotte, comment moi je fonctionne et qu'est-ce qui est important pour moi, et aussi pour suivre dans l'évolution de mon suivi patient avec l'historique, tu vois, et je me rends compte que je me demande si ces freins qui en sont aujourd'hui vont pas être levés de plus en plus, parce que certains psys me disaient, aujourd'hui, j'ai des patients qui me demandent un retour, en fait, de ce que je leur propose comme thérapie et puis de comment je progresse. Et je suis en train de me demander si je vais pas commercialiser, entre guillemets, tu sais, parce qu'ils doivent remplir aussi un dossier patient qui est un peu filtré, parce que potentiellement, tu as d'autres gens qui peuvent avoir accès, et donc tu dois faire attention à ce que tu mets dedans au niveau des traumas ou autres que la personne peut avoir vécu. Et ils me disent, en vrai, je serais intéressée par un deuxième livrable qui est plus lisse, que je vais pouvoir donner à mon patient, pour qu'il puisse aussi avoir un retour objectif et direct après la séance que tu as en fait avec ChatGPT, mais que tu n'as pas avec ton psy. Ouais. Et j'étais là, purée, alors ça c'est nouveau. C'est bien intéressant. Ouais. Ça, c'est nouveau. Déjà, moi, ce que ça me fait dire, c'est que en fait, il y a déjà, on voit que je pense qu'il y a un carton de plus en plus. On voit qu'il y a des gens qui ont des psychothérapies en ligne, ça se voit, la télémédecine, médecine, et puis du coup la téléthérapie. Donc au lieu d'être en vrai, donc tu es en Zoom. Donc c'est-à-dire que pour certaines personnes, lorsqu'on parle de la relation humaine, peut-être que c'est pas essentiel. Donc il y a ça, il y a un. Deux, on voit que sur des verticales médecine médicale, il y a une start-up qui performe en France qui s'appelle Nabla et qui fait ça, en fait, de la retranscription pour les docteurs et toutes les professions médicales et réglementées. Donc il y a forcément certains patients qui acceptent d'être enregistrés par leur docteur et autres. Après, je pense qu'il y a une manière de l'amener aussi. Je pense que c'est vraiment quelque chose de comportemental. Il faudrait regarder des études un peu comportementales. Mais si j'arrive, je me dis, est-ce que je peux enregistrer la séance et que, je te mets un téléphone entre toi et moi ou un micro
eh ben, ça matérialise les choses, alors que si tu dis, tu mets la cadre dès le début quand tu fais ta thérapie, dis écoute, si c'est avec moi, par contre, j'enregistre sur une interface sécurisée, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et en fait, comme ça, la question ne se pose plus sur la thérapie. Et ça s'oublie. Et ça s'oublie, et ensuite, ça apporte de la valeur, parce qu'il faut de toute façon, il y a des lois en Suisse, il y a des lois en France, donc ils sont obligés de respecter. Et c'est ça, donc le patient est quand même protégé. Et puis s'il n'est pas d'accord, voilà. Mais en soi, ça peut apporter une valeur ajoutée, comme tu l'as dit, en donnant un livrable que le patient n'avait pas. Et la dernière chose, c'est qu'en Suisse, en France, il y a des systèmes d'assurance sociale, d'assurance maladie, qui remboursent ce type de choses ça dépend des systèmes. Mais aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup moins. Et donc, il y a beaucoup des États-Unis, dans les usages que j'avais dit sur la Harvard Business Review, thérapie companionship, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même une grosse partie, c'est des Américains, ou peut-être des Indiens, ou des personnes qui n'ont pas accès à des thérapeutes, parce qu'ils ne sont pas remboursés. Oui. Et donc, du coup, c'est un peu leur seule solution que d'aller sur ChatGPT pour se confier. Et ça, c'est un autre souci. Mais en tout cas, pour l'idée que tu viens de me dire, je trouve qu'il y a plein de leviers, mais en tout cas, je pense qu'il y a clairement un truc à aller chercher. Et pour les personnes qui auraient la fibre entrepreneuriale, toi, de ce que tu peux entendre comme besoin dans toutes les entreprises que tu as pu accompagner jusqu'à aujourd'hui, s'il y a des techos qui nous écoutent, ou des personnes qui ont envie de, pourquoi pas, s'exercer sur un Cloud Cowork ou un Lovable et de lancer un business en ligne, tu conseillerais d'aller vers quoi pour adresser les besoins B2B ou B2C? J'aurais fait comme toi, Swiss Transcript, je trouve que c'était la meilleure idée, c'était le premier besoin qu'il fallait adresser, et tu l'as super bien adressé, donc franchement, je dis pas ça pour te brosser dans le sens du poil, hein. C'est vraiment le truc numéro 1, je crois que je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais c'était vraiment retranscrire des réunions. Donc là-dessus, c'était vraiment un gros pain point et que beaucoup d'entreprises ont. Après, je pense que la deuxième chose, ça va être faire... Par exemple, ce que c'est un cabinet d'avocats fait, un cabinet de notaire, une agence d'architecte, tout ça, mais réinventer totalement le process, mais avec l'IA. C'est-à-dire, à la limite, on recrée un architecte qui sort de l'école, quelqu'un qui sort de l'EPFL, qui sort de HEC Lausanne, et qui veut créer un cabinet ou une agence, mais la faire 100% IA. Donc repenser pour que tous les process soient IA native. Et donc ça peut être une autre manière de lancer. Je trouve qu'il va avoir du succès. Et après, le problème maintenant, c'est que justement, tu parlais de Cloud Code, Lovable, des outils qui nous permettent de développer des sites web et puis même d'écrire du contenu en masse. Et en fait, il y a un concept qu'on appelle en entrepreneuriat, c'est le moat. En gros, c'est l'avantage concurrentiel. Et comment tu gardes un avantage concurrentiel dans un monde où tu peux reproduire un logiciel en une fraction de temps de ce qui était faisable il y a 5 ans? Et donc, moi, la réponse que j'ai aujourd'hui, c'est dans la création d'une audience, en tout cas de liens de confiance, soit via les réseaux sociaux en B2C, soit en B2B via des rencontres en présentiel, de revenir un peu au beau vieux temps, et créer la confiance en présentiel avec des vrais gens, des décideurs, ou avec une vraie audience. Et c'est ça qui va faire ton avantage concurrentiel. Donc les conférences, les réseaux d'entrepreneurs, le marketing d'influence. Marketing d'influence, ça je connais pas assez pour dire, mais en tout cas... Des gens qui portent le message, qui l'incarnent. Oui, parce que du coup ils portent la confiance pour toi. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que... je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bien sûr. Avec Cloud Code, tu peux vraiment maintenant, si tu as assez de compétences, je dis pas que c'est simple et accessible à tous, ce serait un peu mentir, mais si tu as si t'as un tempérament entrepreneur, donc tu connais un peu de marketing, tu es curieux et que tu as un peu techos, tu Cloud Code, tu lui demandes comment on fait du bon copywriting, etc. Tu peux lancer des projets là-dessus. Donc je pense qu'il y a à la fois aussi la vision que tu peux avoir, en fait. Il faut essayer de comprendre, je pense qu'il y a une introspection à faire sur qu'est-ce que je peux apporter d'unique au monde que le monde n'a pas. Et après, la barrière pour mettre en place ce que tu as envie de mettre en place,
elle est quasi... elle est... Il n'y en a plus. Et par contre, la distribution, elle est compliquée. Et donc, du coup, c'est pour ça que je disais avec la confiance, avec les réseaux sociaux, alors la confiance que tu crées... L'autorité, la crédibilité, la confiance. Et bien ça, en fait, avoir un humain qui porte un projet dont il est fier... Et puis, il faut toujours que ça soit quali. Mais c'est-à-dire que de créer un site qualitatif avec l'IA aujourd'hui, c'est pas un truc équivalent il y a 2-3 ans, c'est facile. Maintenant, les gens vont aller regarder qui est derrière. Voilà, qui est derrière, est-ce que je peux lui faire confiance, est-ce que c'est pas une IA derrière, est-ce qu'il y a une vraie équipe, est-ce que je peux parler à quelqu'un au téléphone, est-ce qu'il est sympa, enfin, je sais pas, franchement, mais c'est une question hyper ouverte. Mais en tout cas, petit tips, je peux demander, vous pouvez tester. Il y avait un truc il y a 2 ans qui était très très drôle et j'aimerais bien le refaire maintenant. Tu te dis, c'est un peu bizarre, mais je trouve hyper intéressant, c'est de dire, tu dis à ChatGPT la meilleure version ou Claude, tu lui dis, écoute, tu es un entrepreneur hyper expérimenté, je suis ton serviteur humain, guide-moi étape par étape pour m'aider à lancer un business légal et qui me rapportera X euros, X francs par mois. Et en fait, tu fais ce qu'il dit. Et en fait, il y a ce côté... il va te guider étape par étape, mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas voir que tout ce que je dis sur la confiance, la distribution, tu vas pouvoir faire un truc cool, mais par contre, tout ce que je viens de dire, la confiance, la vision, il manquera un truc. Et donc, ça va faire que peut-être que si tu as de la chance, ça va marcher, mais peut-être pas. Je sais pas si tu vois le truc, mais... Ah bah oui, parce qu'il faut... il faut la vibrer, l'envie de faire quelque chose. Ouais. Il faut l'avoir dans les tripes, quoi. C'est ce que je disais à ma fille qui s'est lancée hier. Elle a lancé hier sa boutique en ligne de bijoux. Et donc, on a été presque mis devant le fait accompli quand elle nous en a parlé il y a 6 mois. Puis il y a 3 mois, elle arrête son apprentissage et elle décide de faire ça à seulement 18 ans. Et je me dis, je sens que ça fait 2 ans qu'elle nous parle de ça. Tu sais, quand ton enfant elle a 16 ans puis qu'elle te... parle d'ouvrir sa boutique en ligne, tu lui dis non, quoi, tu vas terminer tes études et là tu sens qu'elle le vibre en elle, quoi. Elle a tellement de joie et elle a tellement de kiff à le faire et puis je me dis tu sais quoi, go, vas-y, essaye, on verra. Après tout, voilà. Et je pense que c'est peut-être ça qui va créer la confiance avec sa communauté, parce qu'elle va vibrer le truc, elle va vraiment kiffer et puis ça va se sentir, donc ça va être dans le ressenti. Et moi je suis une convaincue quand je parle de vibe, vraiment c'est cette vibration humaine. De ce truc impalpable qui me met en joie et qui fait qu'on est humain et que moi je ressens des choses. Moi je pense que c'est clair que tes clients ils veulent pas voir un clone IA d'Esther, ils veulent rencontrer Esther lors d'une réunion client parce que ils achètent toi, ta manière de... Maintenant c'est mon équipe. Oui, mais je veux dire, ils achètent ta manière d'avoir créé une équipe de talents et justement qui t'ont connecté parce que tu avais cette vibe et donc tout ça en fait et c'est toi qui l'as créé à la base grâce à ta vibe. Donc ouais, moi j'y crois assez aussi là-dessus, mais comme je dis, j'y crois, donc c'est-à-dire que c'est une croyance, mais c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on vérifiera ou pas à l'avenir, mais avoir la foi, y croire, se mettre en mode marathonien et pas sprinter. Et puis ouais, la vision, la vision, et puis aussi créer un lien avec son audience, en tout cas avec l'acheteur cible, et avoir une idée unique que seul toi tu peux développer. Ça, je pense que l'IA peut pas. Elle manque encore d'originalité. C'est LLM. Ils donnent toujours standardisation, homogénéisation. C'est ce que disaient les marketeurs dans ton étude. Ouais. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi, Esther. Trop bien d'avoir discuté avec toi. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.